Allez, vous nous appelez, on est très heureux chaque fois que vous participez, vous enrichissez le débat avec nous au 0826 300 300 Sud Radio Parlons Vrai avec nos débatteurs du jour. On va saluer ceux qui sont en train de s'installer dans ce studio, puisque pour raisons sanitaires, on fait très attention. Voilà, on limite le nombre de débatteurs ici en studio, et ceux qui sont à distance aussi s'installent, mais c'est une manière aussi donc de respecter ces fameux gestes barrières. On est avec Najwa El Haïté, bonjour. Bonjour. Docteur en droit public, vice-présidente de Territoire de Progrès, auteur de Laïcité et République aux éditions de l'Harmattan. Avec nous en studio également Alex Darmon. Bonjour Alex. Bonjour. Journaliste politique et youtubeur également sur la chaîne Les Indécis que l'on retrouve. On est également en ligne avec Rafik Smati. Bonjour Rafik. Bonjour. Bonjour, bienvenue, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France, et Jérôme Ripoul. Bonjour Jérôme. Bonjour Christine. Alors, directeur associé de l'agence Comme Influence et coprésident d'Opinion Valley. Alors, on va avec vous faire le tour de table des coups de cœur et des coups de gueule de cette fin de semaine. Mais dans un instant, on s'intéressera à cette réunion de la gauche qui est prévue demain, des forces de gauche à l'initiative de Monsieur Jadot. Est-ce que c'est une union possible ou carrément impossible pour 80% des Français? Eh bien, un sondage nous dit que la gauche est dans une mauvaise situation. Est-ce que vous êtes dans ces 80%? Et si vous êtes dans les 20% qui pensent que ça peut encore fonctionner, eh bien vous n'hésitez pas au 0826 300 300. On verra aussi quelles sont les priorités des Français pour la prochaine présidentielle avec notre balise IFOP qui est sortie ce matin. Et vous verrez qu'il y a un gros décalage avec d'autres sondages, puisque les questions de santé et de lutte sanitaire sur le Covid sont évidemment en priorité. Et puis le calendrier de déconfinement qui est en discussion, on vient d'en parler il y a un instant. On trouve que le gouvernement et Emmanuel Macron sont très prudents désormais dans leurs mots. Est-ce que c'est la bonne stratégie pour éviter les déceptions? Eh bien, on vous attend également au 0826 300 300. Allez, on commence avec les coups de cœur et les coups de gueule de l'actualité. Jérôme, oui. Vous vouliez faire un coup de gueule, un vrai, concernant les résidents des EHPAD qui, on le rappelle, sont quasiment à 100% tous vaccinés aujourd'hui. C'est ça. 98% des résidents. Alors, je trouve que ce terme résident, c'est un peu réducteur. C'est les grands-parents, les arrière-grands-parents qui sont effectivement, voilà, ça leur redonne quand même, voilà, ces hommes et ces femmes, ça leur redonne leur valeur dans nos familles, qui sont effectivement dans des EHPAD. Alors, j'ai un cas particulier puisque ma grand-mère, 97 ans, est dans un EHPAD, et contrairement aux annonces qu'on nous a faites hier, qui nous disaient, voilà, ça y est, 98% des personnes ont reçu au moins une première injection, et donc la vie reprend et les visites reprennent. Il y a la déléguée générale du CINERPA des syndicats de maisons de retraite qui a dit que on reprenait les visites dans les chambres. C'est faux. Les visites n'ont pas repris partout, et donc on a encore des gens des personnes dont les visites sont limitées. Elles ne peuvent voir ces personnes qu'un membre de leur famille une fois par jour, quelquefois derrière des plexiglas. Encore, on ne peut pas les toucher alors qu'elles sont vaccinées, alors même, et c'est le paradoxe, que des soignants qui ne sont pas encore eux-mêmes vaccinés, eux, peuvent les toucher et les soigner. Donc c'est un paradoxe terrible. Il faut savoir une chose, c'est que ces relations familiales, c'est ce qui nourrit les capacités cognitives, les capacités relationnelles de nos aînés. Et je le vois dans mon propre cas en particulier, effectivement, ces capacités cognitives, elles diminuent fatalement. Bien Donc, sûr. S'il vous plaît, là, il faut faire quelque chose. Alors pourquoi ça? Il y a peut-être une raison qu'il faut expliquer. Il y a une raison judiciaire, il y a un risque pénal, c'est-à-dire que les dirigeants d'établissements ont peur que leur responsabilité soit mise en cause. Si l'État leur donnait des consignes claires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, si l'État leur donnait des consignes claires, ils seraient dédouanés et déchargés de leur responsabilité. Moi, j'aimerais que le gouvernement et le ministère de la Santé donnent rapidement des consignes pour qu'on puisse reprendre les visites et puis qu'on puisse toucher, embrasser nos proches, car ils sont vaccinés et qu'on est testé. Moi, chaque fois que je vais voir ma grand-mère, je suis testé, on me fait un test PCR. Donc, il n'y a pas de risque. S'il vous plaît, redonnons
reprenons ce lien humain avec nos proches. Un peu d'humanité, oui, absolument. Et on voit, hein, comme vous dites, hein, cette détresse psychologique, hein, on y reviendra aussi, mais pour ces personnes âgées, pour nos aînés, c'est une véritable souffrance que d'être privé, ne serait-ce que d'une pression de la main. Enfin, ça paraît fou, d'autant que, comme vous le disiez, Jérôme, souvent les soignants ne sont pas tous vaccinés, donc c'est vraiment le paradoxe. 70% aujourd'hui. Absolument. Nous continuons, on passe d'un coup de gueule légitime à un coup de cœur. Un coup de cœur d'Alex. Ah, alors c'est un coup de cœur. Un coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur du jour. Coup de cœur, coup de gueule. Non, mais c'est enfin les masques français, 100% made in France, à 4,90 € les 50 masques dans les supermarchés, parce qu'on parle beaucoup des vaccins en disant qu'on n'a pas de vaccin français, mais il faut savoir qu'on n'avait pas de masque français depuis un an aussi, quoi. Et que... Si, il y en a. Non, mais il y en avait, mais à ce prix-là, aussi bas, dans un supermarché. Je fais un coup de chapeau à une entreprise que j'ai visitée, qui s'appelle Boyer Technologies, hein, qui est spécialisée et qui a été une des premières à se remettre en route pour faire des masques chirurgicaux FFP2. Et ils sont sur le point de mettre sur le marché des masques FFP2 qui tuent le virus, puisqu'il y a une matière qui tue le coronavirus, et ça a été testé par l'armée, mais on attend, ça aussi ça fait partie des mystères, on attend la validation des autorités. Mais juste de se dire qu'un an après, c'est seulement un an après qu'on a des boîtes industrielles vendues dans les supermarchés, c'est quand même dommageable, donc c'était un peu un coup de gueule qui se transforme en coup de cœur, parce qu'enfin, c'est quand même le truc le plus hype de 2021, le masque, enfin on va pouvoir en acheter en grande quantité et pour pas très cher. Voilà. Donc les masques made in France, et on le trouve dans les supermarchés. Je n'ai pas encore vu, moi. Non, je crois que c'est que à Carrefour et que Leclerc et Intermarché, parce que ces trois marques de toute façon, ça tombe bien, vont suivre très vite pour pouvoir aussi proposer des masques à bas coût. Mais vraiment, je pense que ça a été une polémique l'été dernier en disant que certains enfants, on demandait aux élèves, aux professeurs d'en avoir, et on les offrait pas parce qu'ils coûtaient cher à l'époque. Et aujourd'hui, se dire qu'on peut le faire et que pour 4,90 € vous en avez 50, je trouve ça incroyable, en fait, hallucinant qu'on ait attendu un an pour en arriver là et se dire qu'on peut acheter des masques aussi peu chers en aussi grand nombre. Voilà. Alors, puisqu'on est sur la partie coup de gueule et puis gestion du coronavirus, moi je voudrais revenir sur ce chiffre que j'ai lu dans un papier du Monde sur le fameux accompagnement psychologique des étudiants. 2 millions d'étudiants en France. Les chiffres donnent à peu près 600 000 étudiants en détresse psychologique, et donc on a promis un chèque psy à tous ces jeunes pour effectivement être aidés pendant cette période, et c'est un vrai sujet de santé publique. Eh bien, à ce jour, puisqu'il y a un psy dans le monde étudiant pour 30 000 étudiants, à titre d'exemple, il y a des pays où c'est un psy pour 1600 ou 2500 comme en Italie pour faire une comparaison. Donc il y a vraiment trop peu de psychologues. Eh bien, il y a seulement moins de 1000 étudiants qui à ce jour ont bénéficié de ce chèque, parce que c'est très compliqué pour eux de pouvoir en bénéficier. Il faut qu'ils aillent sur un médecin traitant, qui leur fasse faire une ordonnance, qui trouve un psychologue pour pouvoir ensuite bénéficier de ce chèque psy. Je pense qu'on pourrait simplifier un tout petit peu la procédure et faciliter l'accès aux médecins psychologues pour tous ces étudiants, et même au-delà d'ailleurs. Voilà, Najwa, vous aviez quelque chose à nous dire sur la campagne de dénigrement de la France, hein, concernant le traité qui est traité d'islamophobe à chaque fois qu'on traite ce sujet, en fait. Exactement. Sur les réseaux sociaux, vous avez une campagne de dénigrement assez violente, hein, contre la France traitée d'islamophobe, dans un contexte particulier, je le rappelle, de lecture au Parlement du projet de loi confortant les principes républicains. Et j'aimerais revenir concernant ce projet de loi qui est loin, mais très loin, j'allais dire même qui n'est pas une loi islamophobe. C'est un projet de loi qui souhaite donner les outils juridiques, et on le voit, hein, moi je suis élue adjointe au maire à Ivry-Courcouronnes, pour être précise, et je peux vous dire que les outils juridiques pour lutter contre cette idéologie mortifère qu'est l'islamisme, on ne parle pas de l'islam, mais on parle de l'islamisme, eh bien nous manquent pour empêcher la construction d'une école. Et on le voit dans une commune, il y a un maire qui a tiré la sonnette d'alarme en disant voilà, il y a une école qui va être construite dans ma ville, et on sait très bien que l'idéologie qui sera véhiculée dans cette école, ce sera le salafisme. Donc il y a des raisons d'être inquiet, même le préfet d'ailleurs de cette ville est extrêmement inquiet. Donc tout ça pour dire que ce projet de loi va donner des outils juridiques pour lutter
contre l'islamisme, qui, je le rappelle, est une idéologie mortifère qui a fait des morts en France, plus de 235 morts entre 2001 et 2015, et ce sera un projet de loi aussi pour lutter contre toutes les formes de dérives sectaires. Mais aussi, on voit, et j'en terminerai par là, que cette campagne ne s'arrête pas là et véhicule aussi sur les réseaux sociaux des fake news concernant le voile, en disant la France interdit aujourd'hui dans l'espace public de porter le voile, ce qui est archi faux, parce que déjà, si, juridiquement, là, c'est la casquette d'avocate qui parle, juridiquement, si la France était tentée de le faire, elle devrait supprimer l'ensemble du port des signes religieux dans l'espace public. Donc, autant vous dire que c'est impossible, parce qu'on a une liberté fondamentale qui est la liberté de conscience. Et puis, au-delà de ça, ce n'est pas le cas, c'est une fake news. Et enfin, concernant le voile des petites filles, moi j'y suis particulièrement opposée, mais le gouvernement a été très clair au début de la lecture de ce projet de loi confortant les principes républicains, en disant que tout amendement concernant l'interdiction du port du voile des petites filles serait rejeté. Je le regrette. Je le regrette, moi, parce que j'estime que c'est une violation du principe d'égalité entre les femmes et les hommes. C'est une violation de la Convention de protection des droits de l'enfant que nous avons signée. Donc, bon, c'est un regret, mais en tous les cas, cet amendement sera rejeté. Donc, voilà, je voulais vraiment faire part de ce coup de gueule où vous avez un mélange de fake news, qui brouille le débat, surtout. Mais complètement, qui brouille le débat et qui déplace le curseur aussi sur des problématiques auxquelles on ne s'attendait pas. Et d'ailleurs aussi, on voit le résultat au Pakistan, où on demande aux Français qui résident là-bas de devoir quitter. Enfin, c'est les préconisations qui sont faites de plutôt être sage, en tous les cas, oui, Alex. C'est un peu le problème de notre pays, c'est qu'on lit jamais les projets de loi, en fait. Et nous-mêmes, quelquefois, les journalistes, on ne lit jamais les projets de loi et on en tire des conclusions juste en lisant des faits, des tweets AFP, des choses comme ça, sans aller dans le travail. C'est tout le travail de désinformation sur les réseaux sociaux, ce que dit Najwa. Exactement. Mais je pense que ça doit passer par tous les citoyens aussi. Un projet de loi, vous pouvez le trouver sur le site de l'Assemblée nationale, sur le site des ministères concernés, sur le site du Sénat. Vous pouvez aller trouver les amendements. Enfin, vous pouvez vraiment vous renseigner. Mais est-ce que tout le monde a vraiment envie d'aller voir ce qui se dit vraiment, si c'est équilibré, etc. Ça, je suis complètement d'accord, mais ça veut juste dire que, comme il vient d'être dit, on ne fait pas ce travail, intellectuel, et surtout, on n'a pas cette honnêteté intellectuelle de vraiment raconter les choses et les faits. Et surtout aussi, pardonnez-moi, mais par exemple, quand on prend la loi sécurité globale, on entend beaucoup d'opinions politiques sur les plateaux, et puis quand le texte arrive à la fin, on n'entend plus grand monde pour dire ce qui a été réellement voté, pas voté. Exactement. Donc ça, c'est un vrai souci, et c'est notre boulot de vulgariser et de remettre les choses à leur place. Allez, on va faire l'info de 11h dans un instant, et on va retrouver nos débatteurs ce matin, et notamment le coup de gueule de Rafik Smati. On va parler des bateaux. J'en dis pas plus. Et vous nous rejoignez également. Tenez, si vous voulez réagir sur tous ces sujets, 0826 300 300, le 10h midi. On vous attend sur Sud Radio. À tout de suite. Allez, parlons vrai, vous nous appelez au 0826 300 300. Jusqu'à midi, vous venez enrichir le débat avec nos débatteurs du jour. Najwa Laïté qui est là, docteur en droit public, vice-présidente de Territoire de Progrès et auteur de Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. En studio également Alex Darmon, journaliste politique et youtubeur, sa chaîne Les Indécis. Avec nous également Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Comme Influence et coprésident d'Opinion Valley. Et puis Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France. Dans un instant, on va évoquer la réunion prévue demain de la gauche, toute la gauche. Mais avant cela, chose promise, chose dure, Rafik Smati, votre coup de gueule ce matin contre une histoire de petits bateaux à voile. Oui, vous savez, c'est le genre de petites histoires qui pourraient passer complètement inaperçues, voire être complètement anecdotiques, mais qui sont en réalité révélatrices d'un état d'esprit profond. En l'occurrence, l'état d'esprit de la plupart des écologistes français. Hier, un écolo au conseil municipal de Vincennes a refusé une subvention à un yacht club sous prétexte que ça pollue. Sauf que dans le club en question, il n'y a que des voiliers. Et alors, quand il s'est agi de s'excuser, parce qu'il a finalement reconnu sa bourde et il s'est excusé, il est allé chercher un argument qui est pire encore, en disant oui, bon, effectivement, c'était une bourde, mais pour se rendre dans un club, il faut prendre sa voiture. Alors, si ce raisonnement
s'applique à tous les sports. Jérôme, pour nos auditeurs qui nous rejoignent et qui n'ont pas entendu la séquence, parce qu'elle est savoureuse aussi de l'ambiance du conseil municipal de Vincennes, on va réécouter ce qui s'est passé dans cette discussion et surtout la surprise de la maire de Vincennes. Écoutez. Je pense que vous savez très bien la raison de notre vote. Nous ne subventionnons pas des sports qui émettent des polluants. Des quoi ? Des polluants ? J'ai pas entendu. Le yacht club, c'est des bateaux. À voile. Ça avance avec le vent, un bateau. D'accord ? On est à peu près sur le même niveau de polémique que les aviateurs, quoi. Oui, je dis ça parce que c'est vraiment, tout le monde a l'air, la façon dont c'est présenté, ça en dit, enfin, en tous les cas, on est scotché par l'argumentaire. Oui, et puis l'argument de la maire de Vincennes vers la fin, quand elle fait référence aux aviateurs, c'est l'autre polémique qui a été portée par la maire de Poitiers, qui a refusé une subvention à un club un aéroclub. Un aéroclub qui notamment transportait des enfants handicapés. Et tout cela est lamentable. Pourquoi ? Parce que l'écologie est une cause qui est sérieuse, qui doit être prise à bras-le-corps, mais qui doit s'affranchir de tous les dogmes. Et là, on se rend compte finalement que ceux qui se sont arrogés le droit de parler de l'écologie en s'autoproclamant écolo, eh bien finalement sont en train de discréditer la cause pour laquelle ils sont supposés servir. Ce qui me fait dire que finalement l'écologie est une chose, pour paraphraser un illustre homme politique du passé, l'écologie est une chose trop sérieuse pour la confier à des partis écologiques. Alors, j'avais une question pour vous. Est-ce que finalement, ce sont des dérapages qui vont mettre le sujet, en tous les cas, le débat et les personnalités politiques au cœur du débat médiatique, ou est-ce que ce sont des dérapages qui vont être contre-productifs ? Quel est votre avis, Jérôme, par exemple ? Ça me paraît totalement contre-productif. Ce qui a été décrit, c'est une série de maires qui se comportent en fait comme des martiens, des petits hommes verts qui arrivent dans une planète qui est la France, un pays qui est la France, dans des villes qui ont été dirigées auparavant par des personnes de droite ou de gauche, qui étaient tout à fait normales, et qui eux décident tout à coup d'édicter des dogmes complètement fous. On a eu l'histoire du sapin avec UMIC à Bordeaux. Oui, en même temps, leur réponse c'est de dire c'était dans notre programme, on applique ce pourquoi on a été élu. Mais d'accord, mais il y a un programme. Le programme, c'est un peu l'idéal type, c'est ce qu'on souhaite. Et puis il y a la réalité, le pragmatisme. Donc et puis il y a les mauvais symboles. Et tout ce qu'ils déploient, ce sont des mauvais symboles. On voit pas le bon côté positif, actif de l'écologie, et on voit toutes les caricatures. C'est-à-dire qu'ils sont absolument dans la posture, dans la caricature, et ils ne donnent à voir que la mauvaise face de l'écologie. Donc effectivement, leur laisser à eux seuls le monopole du discours et de l'action écologique, ça devient très grave. Donc je pense qu'ils se décrédibilisent totalement. Et d'ailleurs, Jadot, qui hier soir était dans une émission face à Bruno Le Maire, a été très déstabilisé par ces attaques, parce qu'il ne sait pas comment répondre. Et lui-même a dit qu'il était favorable à la filière aérienne. Donc vous voyez un petit peu le décalage qu'il va y avoir. Donc il y a d'un côté c'est jusqu'au boutiste, de l'autre un candidat qui essaie d'émerger et de pas paraître comme un ayatollah ou un pervers, et qui et donc effectivement je pense que ça va beaucoup les mettre en difficulté. Ouais. En même temps, ils sont parfois soutenus par on va dire le canal historique des militants écologistes, Alex Darmon. Ouais, mais c'est parce qu'ils ont justement, Jérôme, plus le monopole de l'écologie, qui racontent n'importe quoi, et qui veulent se faire remarquer et qui veulent aller jusqu'au bout des choses en disant n'importe quoi. Franchement, hier c'est affligeant pour la vie politique, pour les jeunes qui regardent ça. Après, il a reconnu aussi qu'il n'avait pas bossé son dossier. Hein. Ouais, mais alors c'est encore plus affligeant. Excusez-moi, c'est encore plus affligeant parce que quand on est un élu de la République et qu'on vient et qu'on se fait remarquer, qu'on prend la parole devant tous ses collaborateurs et devant tous ses élus, et en séance publique et en vidéo, et qu'on raconte n'importe quoi, comment vous voulez qu'après les Français aient confiance aux hommes et aux femmes politiques sur des sujets aussi importants que l'écologie? Jérôme, Rafik. Oui, et comme le disait à juste titre Rafik, il aurait pu s'excuser et il aurait dû s'en tenir là, parce que derrière reprendre en disant ah bah oui, mais toute activité qui nécessite l'utilisation de la voiture doit être bannie. Il n'a pas d'enfant. Voilà, il a pas. Alors j'aimerais savoir quelle est sa vie, comment il fonctionne, est-ce qu'il prend toujours les transports en commun, et ça me rappelle Nicolas Hulot qui nous promettait la suppression des voitures thermiques en 2040 et qui lui avec un parc automobile qui ferait rêver les Français les plus consommateurs d'essence. Voilà, donc ce double langage me dérange énormément. Oui, Rafik et Najwa ensuite. Oui, c'est vrai que toutes ces polémiques les discréditent
islamistes, et même pour les présidentielles. Bon, il y a les régionales avant. Mais alors, moi, je ne mettrais peut-être pas sur le même plan, pardonnez-moi. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a un bateau à voile, cette histoire-là, et d'autres prises de parole du maire de Grenoble, du maire de Bordeaux. Je ne mettrais pas tout pareil sur le même plan. Non, oui, vous avez raison, parce que concernant la maire de Strasbourg, qui a été à plusieurs reprises alertée par Madame la préfète concernant le danger de ce projet, parce que Madame la préfète savait parfaitement que c'est derrière ce projet, il y a une association que vous connaissez tous maintenant, une association religieuse turque. Qui prône l'idéologie dont j'ai parlé islamiste. Et bien, c'est vrai qu'on ne peut pas les mettre au même niveau, parce que là, vous avez une maire idéologue qui connaissait parfaitement le projet, qui savait qui était derrière ce projet, et qui, malgré tout, fait passer la délibération au conseil municipal. Et à côté de ça, vous avez des polémiques, mais ridicules, qui décrédibilisent la cause écologique. Mais du coup, pour la présidentielle, je vais vous dire, il y aura un plafond de verre pour eux. Parce que toutes ces polémiques... Eh bien, je suis désolée, ils ont oublié aussi le monde rural. Ils sont pour le tout sauf la voiture. Je prends cet exemple-là. Mais l'écologie, elle ne doit pas être punitive. On doit accompagner les gens à de la voiture électrique, à plus d'écologie, plus. Je pense que tout le monde est d'accord sur ça. Mais exactement. Mais voilà, faut pas que l'écologie soit punitive. Il faut un véritable accompagnement, et les jaunes, c'est venu de là aussi. Alors, je voudrais qu'on termine ce tour de table avec Rafik. Et juste une précision, à Strasbourg, le projet est abandonné puisque l'association a tout simplement retiré son projet et sa demande de permis de construire. Rafik. Il y a une ligne de partage fondamentale en matière d'écologie. C'est la ligne de partage entre le dogme, le monde que l'on s'invente, et la raison. Et d'ailleurs, ça ne s'applique pas qu'au sein des partis écolos. Regardez même au gouvernement. Vous avez Barbara Pompili, alors qui est issue de ce monde-là, qui milite pour que le nucléaire ne soit pas considéré comme une énergie renouvelable. Et vous avez d'un autre côté le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, hier, qui a dit qu'il allait se battre de toutes ses forces auprès de l'Union européenne pour que le nucléaire soit considéré comme une énergie de transition. Donc vous vous rendez bien compte que la bataille qui est en jeu aujourd'hui, c'est la bataille du dogme, des principes, des postures, contre la bataille de la raison et de la science. Et je crois que cette bataille est absolument fondatrice. Elle s'est menée dans un certain nombre d'autres pays. Et dans les pays d'Europe du Nord, par exemple, eh bien, vous avez des partis écolos qui soutiennent, par exemple, activement le nucléaire. Ils ont fait leur mutation et ils ont adopté le parti de la raison, ce qui est loin d'être le cas de ceux que nous avons dans le paysage politique français. Allez, on termine avec vos coups de cœur et vos coups de gueule, et on va rester un peu sur les sujets autour des écologistes, de la gauche en général, puisque demain la gauche se réunit. Quelques leaders de gauche se réunissent demain à l'initiative de Yannick Jadot, justement, pour, dit-il, travailler ensemble à un projet pour que les électeurs aient un regard lucide sur l'état de ce camp en France. On va voir si cette réunion préfigure une union possible demain. C'est le sujet de notre premier débat, et vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. On vous attend 0826 300 300. Prenez la parole. Parlons vrai sur Sud Radio. Parlons de la gauche à l'initiative de Yannick Jadot, d'Europe Écologie Les Verts, le PS, la France Insoumise et le Parti communiste vont se retrouver donc demain samedi pour discuter de 2022, autrement dit de demain. Mais ce début de dialogue pourrait tourner court puisque chaque participant va à ce rendez-vous avec une idée bien personnelle et bien de la forme que pourrait prendre une hypothétique alliance, et c'est ce que pense aussi une grande majorité de Français pour qui 80% la gauche est dans une mauvaise situation. Qu'est-ce qui pourrait faire émerger une union des gauches ou une union de la gauche? Est-ce que c'est une question de programme, une question de personne? Vous nous appelez au 0826 300 300. 82% des Français considèrent en effet dans ce sondage, Alex Darmon, que la situation de la gauche est mauvaise. Et les Français qui s'auto-positionnent à gauche, c'est la France de gauche, eux, elles sont pas plus optimistes. À 78% pour eux, eh bien, on va dire que la gauche est en mauvaise posture. Bon, presque 8 sur 10 pour l'électorat de gauche. Comment faire? L'idée est bonne?
déjà d'essayer de réunir tout le monde autour de la table. Non, mais l'idée est louable. Mais franchement, il fait beau ce week-end, il aurait mieux fait de sortir tous et d'aller s'aérer en famille. À 10 km. À 10 km. À vélo. Et à vélo, voilà, exactement, ou en bateau pour faire écho à ce qu'on vient de dire. Non, mais c'est bien, c'est toujours le même, c'est Yannick Jadot. Essayons de nous placer du côté de l'électorat de gauche. Non, mais de l'électorat de gauche, oui, c'est une bonne idée, mais ça ne marchera pas. La preuve en est, Jean-Luc Mélenchon, il est à l'autre bout du monde, ça l'intéresse absolument pas. Anne Hidalgo va venir, on va envoyer Éric Coquerel pour la France Insoumise. C'est Yannick Jadot qui était encore à l'origine, en 2016, de cette réunion de la gauche. Il s'était sacrifié au profit de Benoît Hamon et on en a vu le résultat. En fait, je vais vous dire, il y en avait un qui avait raison. 5 ans après, c'est Manuel Valls qui, en 2016, disait il y a des gauches irréconciliables. Il y a des gauches irréconciliables. La gauche n'existe plus en tant que telle et il faut l'accepter et il faut refonder cette gauche comme ça va être fait aussi bientôt à droite. Malheureusement, tout a explosé en plein vol et là, on veut nous faire croire demain qu'il y a une réunion, qu'il y a un grand truc et qu'il va en sortir quelque chose. Mais c'est faux, c'est faux. On l'a vu aux élections européennes, on va le voir aux élections régionales, on l'a vu aux élections municipales, même à Paris, quand vous avez une réunion de la gauche avec Anne Hidalgo et les écologistes, c'est en train de voler en éclats complètement. Dès que la maire de Paris veut mettre quelque chose en place, les écolos se mettent contre elle. Donc ça ne marchera pas, il faut se rendre à l'évidence. Ça a pourtant marché en région Nord-Pas-de-Calais, en région Nord pour l'instant, puisque tout le monde s'est réuni autour de la candidate écologiste. Jérôme. C'est vrai. Oui, mais je vais revenir sur cette histoire de la région parce que je pense qu'effectivement c'est un signal intéressant à prendre en compte. Je crois que la gauche n'est pas morte. C'est le PS qui est mort. Et je crois que le problème de la gauche, c'est que le PS aujourd'hui est extrêmement faible. L'élément de centralité de la gauche, celui qui a fait la synthèse, c'est le PS. En 81, Mitterrand se présente, il n'est pas soutenu par les communistes au premier tour. Il fait la synthèse au second. Idem en 2012 avec Hollande. Donc en clair, ce qu'il faut, c'est un PS très fort. Aujourd'hui, le PS, il est laminé. Il a été même exilé hors de Paris puisqu'il avait vendu le siège de Solferino. Ils sont extrêmement faibles dans leurs moyens, dans leurs élus. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont complètement à la traîne. La preuve, c'est que c'est Jadot qui prend l'initiative. Dans leurs élus nationaux, je dirais, Jérôme. Dans leurs élus oui, certes, dans leurs élus nationaux, c'est vrai. Mais la conséquence de tout ça, c'est quoi? C'est que le PS n'a plus cette centralité. On a d'un côté un Mélenchon qui n'a aucune intention, et Alex le disait, n'a aucune intention de se rallier. C'est pas qu'il n'est pas intéressé, c'est que pour lui, ça serait mortifère que d'aller dans cette union, donc il la repousse, il ne la veut pas. Et de l'autre, on a effectivement des élus verts qui ont leurs problématiques. Au milieu, le PS. Moi, si j'étais le PS, je pense que, et c'est je reviens à ce que vous disiez, je travaillerais non pas sur les présidentielles, elles sont ratées. Mais je travaillerai sur les législatives et sur les élections intermédiaires, départementales et régionales. À partir du local. À partir du local. C'est-à-dire c'est là que va se trouver le contre-pouvoir de l'opposition. À mon avis, en 2022, il n'y a pas de créneau, même en sortant un homme ou une femme extraordinaire qui ferait la synthèse, il n'y a pas de créneau pour unir au niveau national toutes ces forces. Ouais. Donc il faut jouer l'après. Moi je partage votre avis quand vous dites les gauches sont irréconciliables. Oui, ça c'est clair. Elles sont irréconciliables, c'est un peu l'addition de la carpe et du lapin. Je vais poser la question autrement. Elles sont irréconciliables parce que les égos sont trop grands ou parce que les projets aujourd'hui, on va dire, sont disséminés dans différents partis? Je vais dire les deux, mon capitaine. Tout d'abord parce que les gauches, il y a un bal des égos, on va pas se le cacher. Un poil. Il y a un bal des égos, chacun va vouloir être le champion de l'union, donc je crois pas du tout à ce rassemblement d'ici la présidentielle, même après. Par contre, concernant le travail idéologique, moi je pense que le Parti socialiste, dont j'ai fait partie, n'a pas fait ce travail idéologique et a délaissé son électorat de base qui était les classes populaires. Maintenant, on le voit, c'est Marine Le Pen qui les récupère. Le salariat du secteur privé et du secteur public est tenté très fortement de voter Marine Le Pen au regard des derniers sondages. Donc, il y a un vrai problème. Et souvenez-vous aussi de l'étude de Terra Nova qui poussait le Parti socialiste à délaisser son électorat de base en disant la mondialisation, il y a un certain fatalisme, on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, intéressez-vous plus aux quartiers populaires, aux minorités, et on le voit.
Quand vous voyez une certaine partie de la gauche, le musulman, il est devenu l'ouvrier de l'époque qu'on défendait. Pourtant, ça manque pas de personnalité. À gauche, Montebourg, on voit qu'il y a quand même des personnalités qui pourraient éventuellement prendre le leadership, non ? Qui ont déjà beaucoup perdu. Excusez-moi. Je parle du PS. Oui, mais au PS, Arnaud Montebourg, il s'est déjà présenté. Il n'a pas une très très bonne image auprès des Français. Il revient tous les 4 ans. 5-6% aujourd'hui dans les sondages. Voilà, c'est faible. C'est pas bon. Il revient tous les 4 ans, en fait, nous rappeler au bon souvenir de ce qui s'était passé avant. Honnêtement, à part Anne Hidalgo, qui est très bas dans les sondages aujourd'hui, je ne vois pas qui, au Parti Socialiste, peut sortir son épingle du jeu. Et dire la gauche n'est pas morte, je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Aujourd'hui, quand vous regardez les sondages au second tour, peu importe le candidat de gauche, de ce qu'on appelle encore la gauche, il est battu par Marine Le Pen. C'est quand même incroyable. Si un candidat de gauche arrive au second tour dans les sondages, on nous annonce qu'il serait battu par Marine Le Pen. Et de 3 ou 4 points, ce qui est beaucoup. Donc moi, si la gauche n'est pas morte, peut-être pas. En tout cas, elle est mal. En fait, quand je dis la gauche n'est pas morte, c'est pas tant, j'allais dire, les partis, c'est l'idéologie. Sans doute. C'est à ce niveau-là. Je le souhaite. Jérôme, on vous a pas entendu sur cette question-là. Rafik, pardon. C'est Rafik, oui, Rafik, on vous a pas entendu, pardonnez-moi. Oui, je ne crois pas que ce soit une question d'ego ou de personne. Il y a un vrai schisme idéologique aujourd'hui à gauche, qui est un schisme peut-être insurmontable. Et je vais vous le donner autour de deux marqueurs fondamentaux. Le progrès, le rapport au progrès d'une part, et le rapport à la laïcité d'autre part. La gauche, historiquement, c'est le progrès social. C'est le fait d'avancer, créer de la richesse pour ensuite la partager. Or, aujourd'hui, vous avez une partie de la gauche qui est portée par des courants écologistes qui prônent la décroissance. Et d'une certaine façon, le recul en arrière. Comment voulez-vous concilier la décroissance et la logique de progrès et de création de richesse ? Premier schisme insurmontable. Deuxième schisme, le rapport à la laïcité. La gauche, historiquement, était le camp qui portait la laïcité, qui avait fait sienne la laïcité, qui l'a défendue de toutes ses forces. Or, aujourd'hui, une partie de la gauche fragilise la laïcité. Mais ça veut dire quoi, Rafik ? Ça veut dire que aujourd'hui, les idées de gauche, on ne les voit plus ? Elles sont diluées ? Eh bien, la réalité, c'est que les partis de gauche aujourd'hui incarnent des courants qui ne représentent plus la gauche républicaine qui a fait l'histoire de France. C'est ça la réalité. Et moi, je crois profondément à l'idée que notre pays a besoin, pour son équilibre démocratique, d'un courant de gauche républicaine qui prône l'idée d'un progrès social et qui défende la laïcité, qui défende les travailleurs français. Courant qui n'existe quasiment plus aujourd'hui. La joie. Bon, je ne vais pas faire la promotion du parti auquel je suis membre, Territoire de Progrès. Bon, je vous le cache pas, on fait partie aussi de la majorité présidentielle. La transparence veut que vous le disiez, donc c'est bien aussi. Eh ben exactement, oui, non, mais je m'assume. Mais c'est important. Voilà, et c'est très important. On est un parti de centre-gauche et je peux vous dire que le progrès, en plus on s'appelle Territoire de Progrès, et la laïcité, on en fait un de nos combats. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur le site internet. Ce n'est pas une coquille vide. On a une vraie colonne idéologique où on renoue avec les combats que nous avons portés au sein du Parti Socialiste, puisqu'on est l'aile social-démocrate, enfin on faisait partie de cette aile-là au sein du Parti Socialiste, et maintenant, vu que le Parti Socialiste c'est plutôt gauchisé, j'allais dire, eh bien maintenant on se retrouve au sein de Territoire de Progrès. Alors je voulais poser une question, et ça nous amènera au sujet suivant, mais est-ce que ça veut dire, pour terminer, que la France est définitivement à droite, quoi qu'il arrive ? Objectivement, si on est honnête, la France est un pays de droite de toute façon. Quand vous regardez... de centre droit. De centre droit, oui, si vous voulez. De centre droit, vous avez raison. Mais quand vous regardez les grandes élections présidentielles, l'élection présidentielle. Donc Emmanuel Macron est un président de centre droit. Quand vous voyez son Premier ministre, son ministre de l'économie, son ministre de l'Intérieur, vous ne pouvez pas douter qu'il est un président de droite. Ou alors vous n'êtes pas honnête, pas vous, mais en général, vous n'êtes pas honnête avec sa politique. Pas forcément. Enfin, quand vous voyez d'autres mesures, d'ailleurs, il essaye toujours de faire la balance. Jérôme, vous parlez de ces ministres. Il y a le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui est de gauche. Il y a Florence Parly, qui est le ministre de la Défense. Tout ça ne fait pas une ligne politique. Est-ce que la France est de gauche ? Première question. Et de droite, pardon. Par opposition à de gauche, évidemment. C'est ça. Ce qu'on constate, c'est la montée en puissance du ni de gauche ni de droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 34% des Français qui ne se reconnaissent pas
ni de gauche ni de droite. Et effectivement, dans les Français qui continuent à se positionner, il y a une partie plus importante que de ceux qui se pensent à droite plutôt qu'à gauche. Donc premièrement, ils sont plutôt apolitiques et ils n'ont plus d'idéologie marquée. Deuxièmement, pour répondre à la question, est-ce que Emmanuel Macron est de droite ou de gauche, je suis pas un admirateur de Philippe de Villiers de très très loin, mais ça m'a fait beaucoup rire parce que dans son dernier livre, il décrit une scène, un dîner qui s'est passé à l'Élysée, et il en déduit que lui seul peut décrire, puisque c'est lui seul qui raconte aussi. Oui, tout à fait, c'est exact. Oui. Mais ce qu'il en dit était assez amusant. Il dit Brigitte Macron est de droite et lui est de gauche, et donc on voit bien que c'est un peu compliqué de savoir où est vraiment Emmanuel Macron. Moi, je pense que c'est un opportuniste politique. Donc il prend ce qui lui va bien à droite et à gauche. Après, est-ce qu'il a une idéologie très clairement marquée à gauche? Je ne crois pas. Alors, Rafik, je voudrais une autre clé de lecture, si vous me le permettez. Alors, effectivement, si on analyse les choses sous l'angle du prisme politique et des étiquettes politiques et des pourcentages et des intentions de vote, effectivement, on peut légitimement se dire que la France est à droite. Mais quand on regarde dans le fond, et je vais peut-être un petit peu vous surprendre, quand on regarde par exemple la politique économique qui a été menée depuis 30 ans, et y compris par Emmanuel Macron avant le Covid, quand on est sur des politiques économiques qui engendrent des records de déficit public, des records d'imposition, quand on sait que la France est le pays du monde dans lequel la redistribution est la plus importante. Vous ne bougez pas parce que justement, ces questions d'économie, on va en reparler justement dans les thèmes prioritaires des mois qui viennent. On est obligé de faire une pause et on se retrouve dans un instant. Vous aurez la parole sur ce que les Français veulent pour la présidentielle de 2022, quelles sont leurs priorités. Vous verrez qu'il y a des surprises. Vous ne bougez pas, on se retrouve juste après. Et vous nous rejoignez 0826 300 300. On est avec Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Comme Influence, coprésident d'Opinion Vallée, avec Najat El Haïté, docteur en droit public, vice-président de Territoire et de Progrès, auteur de Laïcité République à l'Harmattan, et Alex Darmon, journaliste politique, youtubeur avec la chaîne Les Indécis, et vous, Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France. Alors je vous laisse terminer vos propos parce que vous étiez sur ces notions aujourd'hui. Est-ce que la France est plutôt à droite ou plutôt à gauche? Vous parlez, vous, du fond des dossiers, c'est-à-dire notamment les questions économiques, celles que vous connaissez évidemment, et qui nous amènera aux priorités que les Français voient pour la prochaine présidentielle avec notre balise opinion. IFOP Opinion pour Sud Radio. On vous écoute, Rafik, sur ces questions, on va dire, de priorité des Français par rapport à la politique. Oui, quand vous êtes le pays du monde qui appliquait la plus forte redistribution, quand vous avez 15% des dépenses sociales du monde qui sont représentées par la France, eh bien moi j'affirme que quelque part, d'un point de vue économique, ce sont les idées de gauche qui ont gagné et qui se sont imposées dans notre pays. Donc, quand on regarde l'Assemblée nationale et quand on regarde les intentions de vote et quand on regarde les couleurs, on peut se dire oui, la droite a gagné. Mais la réalité, et notamment d'un point de vue économique, c'est qu'aujourd'hui, la France est un pays qui est surétatisé. Et c'est d'ailleurs du fait qu'elle soit à ce point surétatisée que nos services publics qui coûtent une fortune aux contribuables, rendent malheureux les agents de la fonction publique d'une part et sont incapables de rendre des services au public de qualité. Et ça, on l'a vu particulièrement, et ça permet de faire le lien avec la question des priorités des Français, on le voit particulièrement dans le domaine de la santé, où finalement, évidemment, les Français considèrent que la santé est aujourd'hui le sujet de préoccupation principal. C'est absolument évident. Sauf que la question est de savoir comment nous allons appréhender les politiques de santé dans les prochaines années. Et là, vous allez avoir deux écoles. Vous avez ceux qui vont vous dire qu'il faut mettre plus de moyens, et vous allez avoir ceux qui vont vous dire qu'il faut être plus efficace. Mettre plus de moyens, déverser encore plus d'argent public, alors que nous sommes le pays qui le faisons le plus dans le monde, sans résultat, eh bien, c'est voué à l'échec. Allez, on continue avec ce débat sur les thèmes prioritaires pour les mois qui viennent. La priorité des Français pour la présidentielle de 2022, c'est la balise d'opinion d'IFOP fiduciale pour Sud Radio. Alors, parmi ces thèmes prioritaires, vous l'avez dit, Rafik, c'est que c'est la santé qui arrive loin en tête des priorités des Français avec 86% et la lutte contre le coronavirus juste derrière à 82%. En troisième position, on trouve l'éducation à 73%, la question de la sécurité, de la lutte contre
contre le terrorisme est en 4e position au pied du podium, à égalité avec la lutte contre le chômage. Alors, en ce qui concerne les dernières places, et c'est assez intéressant, c'est que les questions de dette publique, de niveau d'impôt, de sauvegarde des services publics sont dans les 4 dernières places, devant donc l'Europe et la question européenne qui referme la marche avec un petit 18%. Donc on peut se poser quand même beaucoup de questions autour de ça. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est ce triptyque, on baigne dans cet univers de la santé et du Covid, et qui fait que ça domine un peu tout et que les Français auront de la mémoire l'année prochaine au moment de voter sur ces questions, Jérôme, sur ces questions de santé. On verra dans quel état est notre hôpital. Alors, on fera le bilan. On rappelle 100 000 morts, c'est le bilan officiel qui serait même déjà dépassé depuis longtemps, mais 100 000 victimes du coronavirus, ce qui est absolument colossal. Petit rappel, il y a les préoccupations des Français et il y a le calendrier et les thématiques que les politiques et que les candidats à la présidentielle mettent en place. Et ce que sont les préoccupations des Français et ce que sont les programmes des candidats n'ont rien à voir. C'est-à-dire qu'en clair, moi, par rapport au sondage qui a été fait, je note une chose, l'éducation, elle prend par rapport à la dernière étude qui avait été réalisée en août 2020, elle prend 4 points. Ça veut dire, pas 5 points, pardon. Oui. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une problématique qui est liée bien entendu au confinement, à la difficulté qu'ont les parents de gérer la scolarité de leurs enfants, mais il y a un vrai sujet de fond. Ce sujet de fond, dans une présidentielle, il n'est jamais abordé. Pourquoi ? Pour une raison simple, parce que les politiques considèrent que c'est pas là qu'ils ont la maîtrise, et donc ils reviennent systématiquement sur des thématiques sécuritaires, sur des thématiques peut-être effectivement l'hôpital, c'est-à-dire qu'il va y avoir une course à l'échalote sur plus de moyens à l'hôpital, mais on en donne beaucoup. Et donc je pense que le danger, ça serait de croire que les préoccupations des Français vont être reprises par les politiques, et ça, je n'y crois malheureusement pas. Mais je finis sur ça. J'ai un espoir. C'est que on passe de la société civile à la société civique. C'est-à-dire que pour cette première présidentielle, pour la première fois, on est des associations, des citoyens qui rentrent dans le débat, qui font le débat et qui ne le laissent plus complètement monopolisé par les partis politiques qui sont plutôt faibles. Donc ça, c'est peut-être un espoir. Peut-être qu'on va voir des associations nationales, locales qui vont s'intégrer au débat et qui vont peut-être le susciter pour les présidentielles. Allez, j'espère. On continue le tour de table, mais on va au standard au 0826 300 300. On a Laurent qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Bonjour à vous. Et donc vous vouliez intervenir sur ces notions, on va dire ce débat politique qui nous anime là. Oui, voilà. Bon, j'avais une petite réflexion rigolote pour commencer. C'était, il faut savoir que le socialisme disparaît quand les autres n'ont plus d'argent. Alors, je vais développer maintenant en 2 secondes. Bon, ça paraît rigolo, mais c'est un peu vrai. Que s'est-il passé depuis une quarantaine d'années ? L'énergie à profusion, c'est un peu disparu. Le pétrole est un peu plus cher. Enfin, vous connaissez un peu tout ça sur les crises énergétiques. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une économie, pour être très simpliste ? C'est aller chercher un maximum de choses dans notre environnement, que ce soit minéral ou vivant, des arbres, du poisson, du calcaire, et de transformer sur ça avec de l'énergie à profusion. Quand il vous manque un de ces facteurs, ou de l'énergie, ou du poisson, ou du calcaire, ou des arbres, l'économie se rétracte, se contracte. C'est ce que nous vivons. C'est pour ça que le socialisme a disparu aussi. Voilà. C'est très simple. C'est mon avis, c'est mon raisonnement, mais je ne peux pas trop le développer là. Mais enfin, j'espère que... Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les idées de gauche ont disparu avec ? Ont fondu avec ? Alors, les idées de gauche se sont transformées plutôt en islamo-gauchisme. C'est une réalité. On le voit avec les écologistes à Strasbourg ou à Albertville, d'accord, qui quand même soutiennent un peu. Bon, parce que maintenant, en effet, les ouvriers que j'en fais partie, ont été beaucoup remplacés par des ouvriers du Maghreb. C'est ça la réalité, depuis Giscard. Et donc l'idée de partage, bon, elle existe toujours. Même moi, j'ai bien envie de partager quand j'ai quelque chose à partager, bien évidemment. L'idée de partage existe toujours. Le social, ça me plaît beaucoup et j'en suis content. Ouais. Oui. Mais j'avais une question pour vous, parce qu'on parlait des priorités pour vous pour 2022, vous les Français. Donc on a donné le tiercé c'est la santé, la lutte contre le Covid et l'éducation dans les 3 premières positions. Pour vous, c'est quoi ça sera quoi la priorité pour vous l'année prochaine, Laurent ? Ma priorité, comme tout être vivant, c'est la santé. Sans ça, vous ne faites rien.
Hein, bon, voilà, la santé, et après, en avant, vous avancez. Donc, la santé, c'est la priorité, bien sûr. Et ensuite, après, il y a des problèmes de sécurité. Hein. Vous êtes en bonne santé, mais vous avez une insécurité galopante, ce n'est pas bon non plus. Mais la clé de voûte, c'est la santé, bien évidemment. Hein. C'est la santé. Merci beaucoup. On pourra se bagarrer en bonne santé, au moins. Voilà. Merci beaucoup. Belle journée du côté de Montpellier, Laurent, et vous continuez de nous appeler 0826 300 300. Alors, on continue avec vous de parler de ce trio, de ce classement des priorités des Français, qui est une fenêtre, en tous les cas une photographie à l'instant T. Najwa, est-ce que vous comprenez là ce que vient de dire Laurent? Voilà, la santé, effectivement, ça reste en priorité, en sachant qu'il y avait un autre sondage là, il y a quelques jours qui disait absolument l'inverse. Exactement, c'est ce que j'allais dire, qui disait le contraire, enfin pas le contraire, mais la santé n'était pas aussi haut placée, c'est-à-dire que la priorité numéro 1 des Français dans l'autre sondage, c'est l'emploi. L'emploi qui est une conséquence si jamais la crise s'éternise, non? Je sais pas. En fait, les choses vont être un peu liées, non? Oui, mais complètement. Mais en fait, j'y viens. C'est-à-dire que concernant le sondage Sud Radio IFOP, c'est vrai que c'est un sondage à l'instant T. Là, tant qu'on n'est pas sorti de cette crise sanitaire, eh bien, la lutte contre l'épidémie sera prioritaire dans la tête des Français. Et bien sûr qu'il y a un lien entre cette crise épidémique et puis la crise économique, malgré les nombreuses aides de l'État, on traverse quand même une crise économique qui est quand même inquiétante. Et puis, l'avenir n'est pas rose non plus. Et c'est tellement pas rose que vous avez le ministre de l'économie qui annonce la suppression d'une partie des dettes. Il évaluera ça au cas par cas, suppression des dettes de certaines entreprises. Donc, je ferme la parenthèse. Ensuite, là où il y a un enseignement aussi intéressant, c'est en ce qui concerne l'Europe. Où là, déjà, la France était de plus en plus éloignée de l'Europe, mais ça date pas d'aujourd'hui. Ça date de plusieurs années. On le voit dans le cadre des élections européennes où le taux d'abstention est un taux d'abstention quand même assez important. Et puis, cette gestion de la crise sanitaire par l'Union européenne, eh bien, la fragilise encore plus aux yeux des Français, vu les lenteurs, enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, vu les lenteurs concernant le déploiement des vaccins, l'achat des vaccins. Sur l'Europe, dans les chiffres, pour 52% des Français, c'est important, mais c'est pas prioritaire. Voilà. C'est ce voyez la subtilité. C'est ce qu'il faut souligner sur les Français, sur le bas quand même des priorités. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas une priorité. Ça veut dire que de leur point de vue, c'est important mais pas prioritaire. Exactement. Et typiquement, la réduction de la dette, c'est bien entendu important pour tous les Français, mais là, on voit que ça baisse, c'est à 33 encore. Donc, on voit bien que c'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que ce que ça peut signifier, c'est que ce qu'ils mettent en haut, c'est important et c'est prioritaire et je veux qu'on mette le paquet. Voilà. En dessous, la les santé, impôts, le Covid, on veut tous en sortir. Donc, c'est pour ça que ça donne cette réponse-là. Et ben, si vous le voulez bien, on va ouvrir le troisième volet, mais dans un instant. Mais Rafik, sur les questions économiques, on voit quand même que les Français sont, on va dire, pas très, très inquiets. En tous les cas, ils ne les mettent pas en tête de liste, quand même. Pour vous qui êtes chef d'entreprise, on voit que la question, par exemple, du chômage, de la précarité, le niveau des impôts, tout ça, c'est quand même pas dans leur priorité. C'est pas pour l'instant important. Mais ce qui est parfaitement normal, on n'embarque pas un peuple et on n'écrit pas un récit avec la réduction de la dépense publique et le désendettement de l'État. Donc, ce qui est parfaitement évident. D'ailleurs, le fait que les Français aient mis l'éducation nationale en deuxième place démontre bien que le sujet principal, c'est l'avenir. En gros, il faut qu'on soit en bonne santé, il faut qu'on regarde l'avenir. Et ensuite, évidemment, et seulement se pose la question de comment on va appréhender l'avenir et dans quel environnement économique nous allons pouvoir évoluer. Moi, je suis chef d'entreprise, vous l'avez dit, mais je considère que l'économie est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. On n'a pas comme finalité de réduire un déficit public, que l'on soit président de la République ou que l'on soit simple citoyen. En revanche, quand on est aux responsabilités, il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est l'intérêt des citoyens pour baisser leurs impôts et c'est l'intérêt des générations futures pour ne pas les endetter. Il y a une chose pour finir, il y a une chose qui est frappante, Christine, parce que ça paraît important de le signaler. Il y a une chose frappante, c'est que quand vous regardez les items, tous ont augmenté, à quelques exceptions près. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que tout devient
vraiment ultra prioritaire. Et pour moi, ça dessine la France des inquiétudes. C'est-à-dire que ce qui est dit, ce que retranscrit ce sondage, c'est vraiment les craintes des Français. Et on voit que les craintes sont nombreuses et à un niveau très, 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 très élevé. Et ça, c'est quand même assez nouveau quand on regarde les comparaisons qu'il y a jusqu'en 2017. La situation, oui, tout à fait. La situation, on va dire, des Français qui, effectivement, on va dire, l'optimisme commence à s'éroder sérieusement chez les plus optimistes des optimistes. Et puis, c'est donc pour ça qu'on va effectivement s'acheminer vers une réouverture le 15 mai prochain. Enfin, c'est un objectif et c'est ce que a encore redit hier, ouverture le 15 mai des terrasses, un calendrier qui a été annoncé. On en parlait tout à l'heure avec notre invité qui représentait les cafés et les restaurants. Alors, on entend bien aussi dans les paroles de nos gouvernants qu'on y met vraiment beaucoup de doigté pour donner une perspective, mais sans vraiment affirmer des certitudes, comme si on était extrêmement prudent avec tout ça, avec presque notre santé mentale. Donc on y revient dans un instant sur Sud Radio 0826 avec vous, 300. Vous nous appelez, à tout de suite. Sud Radio, parlons vrai, 0826 300. Vous faites comme Laurent qui nous a appelé il y a un instant de Montpellier. Vous n'hésitez pas pour enrichir le débat avec les débatteurs du jour, Jérôme Ripoul, Rafik Smati, Najwa El Haïté et Alex Darmon. On ouvre la page déconfinement avec des dates qui se précisent, ou en tous les cas une prudence que je qualifierais de sioux, puisque ce matin dans les colonnes des Échos, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, à la question est-ce que ce qui était fermé pourrait réouvrir dès le 3 mai au plus tôt, cette date est-elle tenable? Sa réponse, le début de la réouverture du pays a été fixé à mi-mai, si c'est possible plus tôt, évidemment, nous le ferons. Autrement dit, si c'est pas possible, nous le ferons pas. Donc on sent une certaine prudence. Il a raison, Gabriel Attal, là, cette fois-ci, de distiller à Alex Darmon cette, on va dire, cette perspective. Alors en sachant que visiblement les terrasses, le 15 mai, ça devrait commencer à fonctionner. Hein. Ouais, je le souhaite, hein, comme tous les Français. J'aimerais tellement pas être à leur place, honnêtement, parce qu'on leur rentre tout le temps dedans. Alors c'est ce qu'a dit, alors pardonnez-moi, c'est ce que j'ai lu, c'est ce qu'a dit le Premier ministre Jean Castex. Il dit de toute façon, quoi qu'on fasse, on sera engueulé. C'est vrai, non mais c'est vrai, j'aimerais vraiment pas être à leur place. Et en plus, ils sont en campagne. Enfin, honnêtement, le présidentiel c'est dans un an, presque jour pour jour. Donc tout ce qu'ils vont dire va être sous-pesé, va être analysé, va être retenu, va être ressorti dans 6-7 mois quand on va rouvrir. Donc oui, ils ont raison d'être prudents. Et vous voulez vraiment mon sentiment, je pense qu'ils en savent absolument rien, à part pour les écoles. Ils en savent absolument rien. Ils font des hypothèses, ils font plein de planning et ils espèrent pouvoir réouvrir mi-mai. Voilà, c'est tout. Maintenant, il y a quand même une chose, c'est que la campagne de vaccination s'est accélérée considérablement. 12 millions de Français ont reçu une première dose. Il faut espérer que ça continue, que ça aille dans ce sens. Et c'est ça qui sortira en fait les Français de cette crise sanitaire, c'est tout. Rafik, pour le chef d'entreprise que vous êtes, cette réouverture de notre économie, si vous voulez... Il ne faut pas la rater en tous les cas. De toute façon, ça sera la dernière. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas un 4e confinement avec une rechute de l'épidémie, ou alors ça serait une catastrophe. Enfin, certains l'évoquent, une 4e vague avec les variants brésiliens. Mais le 4e confinement serait étonnant. Ça serait une catastrophe. En tous les cas, le premier confinement, c'était quoi? Le premier confinement, il était essentiellement sanitaire et il a été compris par les Français. Le deuxième confinement, il a été sanitaire et le gouvernement a introduit une dimension économique. Il était plus léger. Et je pense que les Français ont compris. Et là, il y a une nouvelle corde qui vient de s'ajouter. Il n'y a pas que le sanitaire, il n'y a pas que l'économique, il y a aussi le psychologique. Parce qu'aujourd'hui, les Français en ont ras-le-bol, ils ont besoin de souffler. Et ça va bien au-delà des décisions du gouvernement ou autre, ça n'a rien à voir avec la politique, c'est juste un an de ras-le-bol et de confinement. Et donc les Français ont besoin de dates, ils ont besoin d'une perspective de sortie de crise. Alors certes, le gouvernement n'a pas de baguette magique, mais ils sont obligés de lâcher du lest, mais de manière pas dogmatique, de manière raisonnable. L'ouverture des terrasses, par exemple, c'est quelque chose qui est raisonnable. Parce que tout le monde sait qu'après un an, on le sait, que la propagation du virus en plein air est beaucoup plus faible. Ce que je voudrais comprendre, enfin, si vous avez compris, c'est qu'on a déjà eu donc des périodes de déconfinement, donc de réouverture, dont on devrait avoir au moins le mode d'emploi, donc ça devrait être plus simple. Oui, mais on a raté. Oui. On a raté. La preuve en est, c'est qu'on a refermé derrière. Donc le premier mode d'emploi n'a pas fonctionné. Et donc ils sont en train de tout réécrire pour faire ça, et pas rater.
On a raté, sauf à imaginer, en clair, on ne sait pas quelle est l'efficacité du... On sait que le confinement arrête, mais on voit bien que les variants après peuvent reprendre le dessus, que pendant des périodes où on a mis le couvre-feu, bon, c'était aléatoire. Moi, je sais pas si ça a été raté. Moi, ce que je reproche à Emmanuel Macron, c'est d'être un petit peu, quelquefois dans l'incertitude, et d'autres fois de nous donner de l'incertitude. Le 31 mars, il nous dit il y aura une réouverture progressive dès la mi-mai. Hier, il a dit à des maires, ça sera vers la mi-mai. Je veux dire, c'est quand même lui qui joue un peu avec les nerfs des Français. Quand il dit, je ne veux pas jouer avec les rêves des Français, mais il joue avec nos vies quotidiennes depuis plus d'1 an maintenant. Donc là, il est quand même en droit de nous dire où ça va passer, où ça va pas passer. S'il n'est pas sûr que ça passe, il faut surtout pas... il ferait mieux de rien dire. Ah mais il faudrait mieux de rien dire parce que c'est quand même, Rafi l'a dit, il y a un aspect psychologique. Je vois une tension, un énervement des gens. Les beaux jours arrivent, ce sont comme des lions en cage. J'étais hier avec Jean-Paul Ortiz, qui est le président de la Confédération des syndicats médicaux français. Lui-même dit il faut rouvrir et j'ai demandé au gouvernement de rouvrir les terrasses. Mais il le dit, et ça pourrait être fait de suite. Et Rafik l'a dit, on peut très bien ouvrir, on sait que la propagation de virus est moins forte. Donc pourquoi jouer avec les nerfs des Français ? Oui, surtout qu'il y a des situations un peu ubuesques où on voit des rassemblements de gens qui mangent des box dans la rue, assis par terre. Voilà, c'est effectivement des situations un peu incompréhensibles. La joie. Oui, concernant le positionnement du président de la République, j'allais dire qu'il était quand même obligé de donner des perspectives. On parlait du moral des Français, on parlait du moral aussi des milieux économiques, donc il était obligé. D'ailleurs, il n'est pas le seul chef d'État au niveau de l'Union européenne à donner ces perspectives-là. Une fois que j'ai dit ça, vous avez une gestion épidémique qui est semée d'embûches. On le voit. Mais est-ce que c'est bien, par exemple, d'avoir ouvert aux personnes dites prioritaires dès ce week-end, enseignants, personnel comme gendarmerie, en sachant que chez les enseignants, très peu d'enseignants ont plus de 55 ans, par exemple. Oui, dans les mauvaises nouvelles. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de dire tous ces personnels-là pour se faire vacciner dès ce week-end? Oui, ça dépend des doses, j'allais dire, de vaccins, d'où la priorité, etc. Il y a peut-être beaucoup d'AstraZeneca qui restent, oui. Oui, mais dans les mauvaises nouvelles, donc les mauvaises nouvelles, on les connaît, c'est-à-dire qu'on attendait des doses d'AstraZeneca importantes, donc le laboratoire n'a pas respecté ses engagements, et en plus avec tous les effets secondaires qui vont avec. Le Johnson & Johnson suspendu aux États-Unis, donc là encore, mauvaise nouvelle. Et là, la seule bonne nouvelle, c'est l'annonce de la présidente de la Commission européenne qui dit le laboratoire qui pour le coup Pfizer et Moderna qui eux pour le coup n'ont pas failli dans leurs engagements annoncent des doses supplémentaires importantes et la France pourrait bénéficier de 7 millions de doses supplémentaires. Une fois que j'ai dit ça, il s'avère que rien n'est simple. Pourquoi ? Parce que quand on compare les pays qui ont vraiment bien vacciné, et là il y a eu des chiffres, notamment les États-Unis, on atteint une injection de première dose de la population à hauteur de plus de 30%. Ils ont réouvert et là, l'épidémie est repartie de plus belle. Donc, dans certains États aux États-Unis, ils sont obligés de faire marche arrière et de refermer des commerces, des restaurants. Donc, tout ça pour dire que la vaccination, c'est certes la clé, mais ce n'est pas la seule donnée. C'est-à-dire qu'il faut aussi veiller à ce que la circulation du virus ne soit pas très importante. C'est un équilibre à avoir. Et donc, c'est pas simple. Rafik, je voudrais pas être à leur place. Rafik, ses perspectives, mais sur le plan économique, mais pas que économique, sur le plan, vous le disiez, sur le plan mental, on sent bien que là, il faut commencer à donner de l'espoir aux gens. Attention, l'effet boomerang quand même. C'est extrêmement... Vous allez avoir assurément des épidémies de suicides parmi... les chefs d'entreprise, les restaurateurs, etc. Vous allez avoir une hécatombe, mais ça, malheureusement, ça va être... Et là, on n'est pas, pardonnez-moi, mais on n'a pas l'air d'être très bien armé pour les accompagner, visiblement. Mais c'est d'ailleurs tout le problème qui est le nôtre depuis maintenant des mois, c'est que nous sommes systématiquement en réaction. Et donc, quand on nous demande de réagir, et quand nous sommes comme nous autour de cet écran et de cette table, en train de commenter l'action du gouvernement, nous commentons a posteriori des actions qui auraient dû être faites, mais qui n'ont pas été faites à temps. Aujourd'hui, il y a par exemple 2 sujets qui mériteraient d'être pris à bras-le-corps tout de suite et de manière très ferme. Sinon, on le payera cher dans quelques mois. C'est la situation en Guyane, qui nécessite
un isolement strict des malades, chose que nous n'avons jamais été capables de mettre en place en France. Quelqu'un qui est le fameux testé, tracé, isolé, qui n'a jamais existé dans l'ensemble du dispositif, il faut le mettre en Guyane tout de suite, ou alors nous risquons d'avoir une contagiosité en métropole, et ça serait une catastrophe. Et la deuxième chose, sur la stratégie vaccinale, on sait à quel point l'Europe a planté ce qui est pour moi la politique publique la plus importante de cette première partie de siècle. Le patron de Pfizer nous a dit hier qu'il y allait probablement avoir besoin d'une 3e dose, voire de rappel chaque année. Quid de la position de la France et de l'Europe sur les approvisionnements vaccinaux, non pas actuels, mais de septembre, octobre et novembre prochain. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va attendre septembre, octobre, novembre prochain pour se reposer la question. Non, c'est maintenant que les choses se passent. Gouverner, c'est prévoir. À ce propos, il y a des négociations. Non, mais c'est vrai, c'est important d'anticiper. Je partage votre avis. Mais actuellement, il y a des négociations qui sont menées entre la Commission européenne et les laboratoires, notamment Pfizer et Moderna, concernant ces doses supplémentaires de vaccins destinés à lutter contre les variants. Oui. Non, mais le problème, c'est que l'Union européenne s'est positionnée dans la négociation avec les laboratoires comme des boutiquiers. Alors qu'en réalité, le vaccin n'est pas une dépense, c'est un investissement. 1 euro qui est investi dans le vaccin épargne 3 euros d'aide publique et de coûts de confinement. Donc aujourd'hui, il faut la changer de case en fait, cette dépense-là. Mais évidemment, vous avez un certain nombre de pays, évidemment tous ceux qui ont réussi, notamment Israël, qui sont allés voir les laboratoires en leur disant combien ça coûte, ok, on paye. Et puis vous avez nous, les petits boutiquiers de Bruxelles, qui ont fait passer des appels d'offres, ah non, c'est trop cher, il faut diminuer les prix, etc. Ensuite, quand vous êtes sur un marché et quand vous voulez vendre vos produits, eh bien vous allez vendre évidemment aux clients qui payent le plus cher. Et c'est là où l'Union européenne a failli, elle est passée complètement à côté de la dimension stratégique de la vaccination et elle s'est comportée comme un simple gestionnaire de tableau. Jérôme, pour conclure. On peut quand même être optimiste, Rafik, par rapport à la production de vaccins, parce qu'en fait, tout ça, c'est une capacité. Ce qui a été difficile, c'est le positionnement et la mise en œuvre de la production. Aujourd'hui, la mise en œuvre de la production peut se faire assez rapidement. On voit qu'il y a même des laboratoires français qui contribueront à cette production. Donc moi, je suis plutôt optimiste, ce qui n'empêche rien à ce que vous dites, et je pense qu'il faut vraiment prévoir, ça c'est clair. Et sur la Guyane aussi, pourquoi maintenir les liens aériens avec la Guyane alors qu'on a fermé ceux avec le Brésil? C'est incompréhensible. Et ça, c'est une autre question. Mais ça peut bouger, ça peut changer encore, on le sait. Ce qui est vrai le vendredi ne l'est plus peut-être le lundi. Donc voilà, et je vous donne rendez-vous lundi avec Valérie Expert qui sera de retour pour cette émission le 10h midi. J'étais ravie de passer cette semaine-là avec vous. Merci à vous 4. Merci à vous. Et dans un instant sur Sud Radio, après les infos et le journal, vous retrouvez André Berkoff, suivi ensuite à partir de 14h de Brigitte Lahaie.